Donc, je vais prendre congé de la greffe aujourd'hui. Petite pause pour parler d'un personnage emblématique du cinéma d'horreur en général et du film slasher en particulier. J'ai nommé Freddy Krueger. Donc, en tant qu'objet d'étude, Freddy Krueger multiplie les niveaux de lecture et de réalité. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, on a affaire après tout à un tueur onirique qui intervient dans les rêves de ses victimes et dont les actions dans le monde fantasmagorique ont des conséquences douloureusement tangibles dans le monde réel. Il est surtout célèbre pour les massacres et les destructions qu'il laisse derrière lui depuis son baptême fracassant dans Nightmare on Elm Street, écrit et réalisé par Wes Craven en 1984. Et aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser au rôle de la créativité dans l'éventail de ces modes d'opération privilégiés, au propre comme au figuré. Et je vais essayer d'être le curateur de son œuvre. Je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup jusqu'à maintenant. Qui prend régulièrement le corps comme support. C'est sûr, je vais vous montrer quelques images là-dessus. Étant donné le format du Speed Colloque, il faut blâmer l'organisateur, je pense, pour ça. Ça va être surtout un aperçu de son portfolio aujourd'hui, qui va être axé sur le tout premier film et non le catalogue de ses œuvres complètes, qui viendront bien un jour. Donc, l'œuvre de Freddy Krueger ne saurait être approfondie sans qu'on s'attarde à un instrument anatomique incontournable qui me servira de fil conducteur, de fil rouge même, aujourd'hui. Donc, j'ai pas de film comme Hélène, j'ai des gifs aujourd'hui. Donc, le célèbre gant au couteau acéré, qui est une de ses principales marques de commerce, avec le chapeau Fedora, le chandail vert et rouge et la peau brûlée. On ne saurait sous-estimer l'importance de cette remarquable extension anatomique. Dans le monde francophone, le film de 1984 a d'ailleurs été distribué sous le titre « Les griffes de la nuit », qui atténue un peu le caractère onirique de l'intrigue. La nuit, c'est bien, mais c'est pas comme Nightmare. Et qui élimine complètement les repères géographiques du titre original, mais qui accorde en revanche une importance centrale à l'instrument facilitateur de Freddy Krueger, ce qui est quand même pertinent pour ce qui m'occupe ici. Plusieurs affiches de la version française brisent le quatrième mur, si on peut dire, les griffes de Freddy fendant le papier dans un geste qui fait écho à ce qu'on retrouve ailleurs dans les films, sans revenir sur tous les exemples. Il passe souvent à travers des surfaces ou des frontières, que ce soit des murs, des écrans, des rideaux, des fenêtres, et j'en passe. Les toutes premières secondes du mythe Freddy Krueger, c'est vraiment les premières images du premier film, le montrent à l'ouvrage en train de construire le gant. S'il n'a pas eu le plein contrôle de son apparence, parce que sa peau a été brûlée quand les parents des enfants qu'il a tués ont voulu le punir, c'est pas un bon gars, il détient une certaine maîtrise sur le corps de sa deuxième vie, celle de tueur onirique. L'émerveillement de Freddy vis-à-vis du gant, qui est quand même perceptible, là, ça c'est vraiment le point culminant de cette scène-là après qu'il l'ait construit. Il le regarde en même temps qu'on le regarde. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'allusions au regard dans les séances. Là, je trouve ça assez intéressant. Donc ça rappelle que le gant n'est pas seulement une espèce de valeur ajoutée de l'extérieur, mais un véritable prolongement anatomique, une extension, un symbole qui est à la fois très physique et psychologique, qui renforce sa colère et son désir de revanche. On pourrait presque parler d'une prothèse, même si ça ne remplace pas sa main. C'est un gant qui la recouvre, mais c'est assez proche d'une prothèse. Une fois le gant bien en main, la première œuvre de Freddy Krueger s'insère dans la foulée du travail de l'artiste contemporain Lucio Fontana. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui a commencé en 1949 à prendre la toile comme sujet et objet, comme on peut le voir ici. Donc, il ne s'agissait plus de la couvrir seulement de couleurs et de motifs en surface, mais de la maltraiter et de la fendre, cette toile-là. Donc, d'attaquer la toile comme Freddy Krueger va attaquer, oui, ses victimes, bien sûr, mais il va attaquer le décor aussi. Dans le tout premier plan qui suit la fabrication du gant, on assiste au début de l'œuvre proprement parlée. Les griffes fendent un tissu de jute, tandis que Freddy poursuit Tina dans son cauchemar. Et à ce stade, c'est de l'art pour l'art. C'est-à-dire que c'est pas raccroché à un plan de réaction de Tina. Donc, encore une fois, c'est fait au principal bénéfice de l'artiste lui-même et du spectateur. Puis souvent, il y a une jonction entre les deux qui est assez intéressante avec ce personnage-là. On voit ici le passage pertinent dans la version ultime du scénario, qui a été complété à peine un mois avant le début du tournage, le 11 juin 1984. Là, c'est pas super clair ici, mais Wes Craven a écrit « Slashing through a dark canvas »,
On comprend que canvas, c'est pas seulement au sens de canevas, une toile pour peindre ou pour créer, mais ça accentue quand même un peu la dimension artistique souterraine du geste, et c'est lié aussi de très près à ce qui a été filmé. Véritable artiste contemporain, Freddy Krueger prend également son propre corps comme canevas. Et là, il faut y revenir un peu là-dessus. Le film de 84 en offre quelques exemples frappants. Dans le premier, il coupe 2 de ses doigts et il contemple encore une fois son œuvre de l'œil amusé. C'est quand même une constante. Et il faudrait que j'ajoute un exemple aussi du 6e film en 91 où il tend la main. Donc il y a les doigts qui sont là. Il va couper 3 de ses doigts sauf le majeur. Je pense que je ne le ferai pas ici quand même, puisque je vous respecte trop. Mais à chaque fois, les doigts repoussent, bien sûr, un peu plus tard. Donc, dans l'autre exemple, oups, je ne suis pas dans le bon ordinateur. Dans l'autre exemple, il va soulever son chandail. Dans le film de 84, se couper la poitrine et révéler, avec enthousiasme, encore une fois, le plaisir de la création, ce qui se cache dans son corps pourrissant. Donc, il se prend lui-même volontiers comme canevas. Mais s'il se prend volontiers pour objet, Freddy Krueger ne développe pas son œuvre d'une manière purement solitaire. On s'en doute bien quand on entre dans les cauchemars des autres. Alors bien au contraire, les mondes et les effets qu'ils mettent en place dépendent de la collaboration très involontaire des personnages dont il envahit les rêves. Et ça, je dirais que c'est surtout les suites du premier film qui vont pousser cette notion-là plus loin, dont le 3e épisode, qui est un des rares d'ailleurs qui a été supervisé par Wes Craven. Ça se passe dans un hôpital aussi, donc un lieu où les gens sont vulnérables et ont des craintes et des peurs assez claires. Ben, les cauchemars des personnages vont mettre à nu leurs craintes et leurs secrets dans la meilleure tradition psychanalytique. Un jeune homme, comme on voit ici, qui est incapable de parler, va être tourmenté par des langues inquisitrices. Et une ancienne junkie va recevoir une dose létale donnée par un Freddy aux mains transformées en seringues pourvoyeuses. Donc des créations qui sont très étranges, mais qui doivent tout presque au monde balisé d'avance des rêveurs, dont Freddy modifie les paramètres à sa convenance. Vraiment, il entre dans un territoire qui est très balisé, et il en fait ce qu'il en veut ensuite. Donc, en fin de parcours, j'aimerais approfondir une séquence mémorable du film de 84, donc ça c'est dans le 3e épisode, pendant laquelle l'héroïne Nancy obtient enfin sa revanche sur le monstre onirique. Cette revanche n'est possible que si les 2 personnages changent de rôle. Et si Nancy met en pratique la propension de Freddy Krueger pour les installations élaborées. En renversant les rôles, le film offre un point de vue inhabituel sur le monstre en modifiant les paramètres du regard, encore une fois. Donc le regard qui est si crucial dans toute expérience esthétique, comme on sait. Les antagonistes des films slasher, comme Freddy, opèrent le plus souvent sans être vus. Leurs apparitions à l'écran sont pour ainsi dire la pointe d'un iceberg dont l'essentiel est caché ou révélé avec la plus grande parcimonie. Ce sont eux qui observent les héros, les héroïnes dans l'ombre pour mieux les surprendre, pour les attirer finalement dans leur propre monde. Dans le dernier acte de Nightmare on Elm Street, en revanche, Nancy, qui est une des Final Girls, je ne sais pas si vous connaissez cette notion-là, c'est souvent les héroïnes qui restent à la fin d'un film de monstres comme ça. Puis Nancy, c'est une des plus mémorables à mon sens, joue un peu ce rôle-là. Donc le rôle de l'antagoniste, parce qu'à rebours de la première moitié du film, elle fait basculer Freddy Krueger dans son monde à elle et le soumet à une installation remplie de pièges et de surprises. Donc elle se réapproprie d'une certaine façon le monde, l'univers du monstre artiste à ses propres fins. Plus intéressant encore, et je vais terminer là-dessus, elle arrive même, c'est pas super clair, c'est dommage, elle arrive même à réduire l'œuvre visuelle et sonore de Freddy à un dispositif complètement vulgaire, parce qu'à un moment donné, elle le suit silencieusement alors qu'il longe un mur et il gratte un peu sur un mur avec ses griffes pour produire son bruit caractéristique. Bref, c'est ce qu'on voit habituellement, ce qu'on entend à distance, on ne voit pas arriver. C'est ce qui fait son efficacité. Mais là, au contraire, c'est comme si on entrait soudainement dans les coulisses d'un théâtre. Dans les coulisses d'un théâtre de l'horreur où on voit comment le monstre fait ses effets et met en scène la peur. Et donc, elle fait Nancy subitement apparaître toutes les ficelles de l'œuvre de Freddy après avoir installé les siens, puisqu'elle-même a installé un vaste univers pour aller le chercher. Alors, pour vaincre Freddy Krueger, c'est peut-être la conclusion que je vais proposer ici, c'est qu'il faut probablement arriver à lui ressembler un petit peu. Donc, franchir les niveaux de réalité, devenir un trickster aussi, puis un trickster quand même qui est doublé d'un artiste
qui met à profit une créativité destructrice, mais en même temps qui permet d'aller chercher ses buts. Merci.